Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Franck Ferrand. Franck Ferrand, que tous les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, puisque vous êtes des grands amateurs d'histoire. Et Franck Ferrand, aujourd'hui, présente un très beau livre, Nos rois de France, aux éditions Perrin, écrit avec Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil, des chroniques de nos rois de France, tirées des émissions de Radio Classique. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est un très beau livre que vous présentez aujourd'hui, qui retrace donc l'histoire de France à travers la figure des rois de France, un livre très sourcé et également très illustré, hein. Une superbe iconographie, il faut le préciser, une centaine d'illustrations. C'est un bel album en fait, disons les choses. On a voulu proposer aux gens un album de Noël, un cadeau de Noël, mais qui en même temps puise dans ce que nos racines, je crois, ont de plus universel. Oui. Et alors pour la petite histoire, hein, qui peut vraiment plaire vraiment aux historiens, des historiens médiévistes qui, moi j'en connais, qui ont eu le temps ce week-end de prendre ce livre et de le feuilleter, tout comme le grand public, les enfants, avec ces histoires, ces images évidemment, ces généalogies qui peuvent dès le début, dès l'enfance, entraîner vers un certain imaginaire royal. Oui, vous savez, les rois sont des figures très incarnées. Par définition, lorsqu'on évoque l'histoire, il faut savoir se raccrocher à un certain nombre de personnalités, d'êtres humains, d'êtres de chair et de sang. Et c'est vrai que les figures royales, parce qu'elles ont été extrêmement décrites, parce qu'elles font l'objet d'énormément de témoignages, ces figures nous permettent d'appréhender des époques qui, sans cela, seraient peut-être un petit peu abstraites ou un petit peu sèches. Alors, c'est vrai notamment ce que je dis là pour les rois médiévaux. Évidemment, lorsqu'on se rapproche de nos temps modernes et contemporains, c'est un petit peu moins vrai. Nous avons évoqué les rois, mais avec les rois, ce sont tous leurs grands collaborateurs, ce sont les grands serviteurs d'un État en construction. Ce sont aussi quelques reines et quelques favorites que nous évoquons. On va y revenir d'ailleurs, et aux serviteurs et à l'entourage des rois, c'est particulièrement intéressant évidemment, et la place de la femme autour de ces rois. Je voudrais commencer par tout simplement citer votre titre, Nos rois de France, nos rois, ce petit possessif qui aujourd'hui tout de même n'est pas si anodin que ça, Franck Ferrand. Oui, il y a une légère provocation, boutade, hein. Vous l'aurez compris évidemment. Nous vivons dans une époque où les rois de droit divin, dans une approche qui est largement celle de la monarchie absolue, ces rois n'ont plus tout à fait bonne presse, il faut dire les choses. Ils incarnent une société patriarcale, verticale et transcendante, enfin tout ce qui aujourd'hui ne plaît plus, disons les choses. Et c'est vrai que j'ai connu, moi, à l'époque, lorsque j'étais enfant, où les rois faisaient encore partie de la famille, d'une certaine manière. La généalogie des rois de France, c'était un petit peu la nôtre. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On a pris nos distances, on les a mis, sinon dehors, en tout cas un peu loin. Oui. Et j'ai voulu, par ce titre légèrement, gentiment provocateur, j'ai voulu signifier une forme de connivence et de proximité. Oui, ça se sent bien en effet. Et sur la forme donc de vos portraits, vous dites que soit donc aujourd'hui, soit les portraits sont très scientifiques, très historiques avec des archives, parfois des portraits très froids, soit psychologisants, romancés. Et vous essayez d'être sur cette ligne de crête entre un gros bagage évidemment historique et en même temps de romancer, en tout cas d'expliquer un petit peu quel était l'état d'esprit de ces différents rois. Mais oui, vous avez bien compris que ce livre est issu au départ d'émissions de radio. Ça ne vous est pas étranger, les émissions de radio. Et quand on raconte l'histoire aux gens, il faut... Alors c'est vrai que moi, ça a toujours été mon principe, c'est-à-dire que les sources sont très sûres, elles sont citées. Oui. On ne raconte pas du tout n'importe quoi. Hein. Nous sommes très près, évidemment, du travail biographique le plus classique possible. Mais c'est vrai qu'il y a une part de récit, une part comment dirais-je,
de chatoiement peut-être. J'essaie de faire vivre et vibrer l'histoire et j'essaie de l'incarner le plus possible. La radio, c'est un média d'image. Il faut susciter des images dans l'esprit des gens. Il faut faire naître des scènes. Il y a d'une certaine façon, dans l'approche que nous avons à la radio, une dimension cinématographique. Si elle ressort dans ces pages, eh bien alors tant mieux. Elle ressort de ces pages et elle ressort également évidemment dans vos émissions. Je vous propose d'écouter un extrait de la chronique, de votre chronique Franc-Ferrand sur Saint-Louis, extrait évidemment qu'on peut retrouver à travers vos écrits ici qu'on retrouve dans ce livre. Juin 1249, nous sommes au large des côtes égyptiennes, une fière embarcation, elle s'appelle la Montjoie. Montjoie, c'était le cri de guerre des Capétiens. Ce bateau transporte un homme de 35 ans, silhouette plutôt menue, chevelure claire avec un regard bleu décidé. Il s'agit d'un roi de France qui passera à la postérité sous le nom de Saint-Louis et qui pour l'instant n'est encore que Louis IX. Autour de lui, évidemment toute sa cour, tout son entourage, le vent souffle dans les voiles, gonfle les voiles sur l'immensité bleue. Après un voyage qui va être semé d'embûches, le monarque peut enfin deviner sur la ligne d'horizon le port de Damiette, porte du delta du Nil. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui, avec son soleil ardent, avec ses crues abondantes et ses tempêtes qu'on doit pouvoir qualifier de pharaoniques. Sur la terre des pharaons, justement, à mesure que la côte s'orne de détails, paraissent de plus en plus nettement des troupes de cette civilisation musulmane à la fois si brillante et si difficile à saisir pour les Européens. Nous trouvâmes là toutes les forces du Soudan sur le rivage de la mer, fort belles gens à voir, nous dit Joinville, le fidèle compagnon du roi. Alors le problème quand on vous écoute, c'est qu'on a du mal à vous arrêter. Mais bon, on va quand même vous arrêter pour vous écouter en vrai en face de nous. Mais voilà, là on a tout, hein. La couleur, le vent, le nom de l'embarcation, le cri, l'action quoi. Et puis le soleil qui brûle, le soleil ardent. Et c'est vraiment ça aussi ce qui fait Franc-Ferrand, ce qui fait que vous avez un tel succès dans vos émissions depuis si longtemps. Oui. Pour des émissions historiques, c'est pas évident, c'est franchement pas évident, faut le rappeler. Et vous réussissez là à attraper les gens, même ceux qui n'aiment pas forcément l'histoire. Vous avez employé tout à l'heure l'expression ligne de crête, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut se trouver exactement sur ce fil ténu qui relie la grande histoire et la petite, qui relie les références, les dates, les noms d'embarcations, pourquoi pas, et en même temps la vie, l'image, le suc, ce que l'on peut faire partager et ressentir aux gens. Et j'ai constamment, et je pense effectivement, vous avez raison, que c'est le secret ou l'un des secrets de ce succès qui ne se dément plus là depuis maintenant 2 longues décennies. Bon, ça commence à dater tout ça, mais ça dure en tout cas, et tant mieux. L'essentiel est de durer, n'est-ce pas ? Ce qui explique ce succès, c'est ça, je crois, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais tout à fait dans la grande histoire qui pourrait devenir un peu desséchante, voire ennuyeuse pour certains, et nous ne sommes jamais non plus totalement dans la petite histoire qui devient anecdotique et qui perd le lien avec le grand savoir et avec le réel. Mais ça pourrait pas nous pousser à avoir une réflexion, même sur l'apprentissage de l'histoire pour la jeunesse ? Bien sûr, mais je suis convaincu que pour apprendre l'histoire, il faut l'aimer, et que pour aimer l'histoire, il faut l'incarner. C'est la base absolue. C'est parce que l'école a rompu ce lien avec l'incarnation que l'histoire est devenue une discipline moins amusante et moins intéressante pour beaucoup d'élèves. Oui, j'en suis convaincu de ça. Et aussi, donc, vous décrivez des rois. On peut aujourd'hui, en tout cas, l'éducation nationale peut nous présenter des rois comme, d'un point de vue anachronique, comme des dictateurs, comme des tyrans. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de roi paresseux. On ne pouvait pas être un roi paresseux. Ah non, et en réalité, les rois étaient vraiment des serviteurs de leur peuple. C'est vraiment ce qui les habite pendant tout leur règne. Ils étaient élevés pour ça. Ils naissaient, ils étaient élevés. On connaît ça encore dans les pays où existent aujourd'hui des monarchies. Alors, ce sont des monarchies constitutionnelles, parlementaires, ultra-démocratiques, où les rois et les reines n'ont que n'ont qu'une dimension purement représentative, mais néanmoins, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, regardez tous ces mariages entre les rois et les bergères, entre les princesses et les nouveaux venus. Regardez ce que ça donne, généralement pas grand-chose de bien, parce que si vous n'avez pas été formé dès le berceau à cette extrême contrainte qui consiste à donner constamment son temps et son énergie aux autres, c'est très difficile de l'acquérir.
on ne peut pas dire impossible, mais c'est très difficile de le faire. On voit d'ailleurs à quel point les chefs d'État ou de gouvernement qui aujourd'hui assument des fonctions représentatives en ayant été formés plus à la politique qu'à la représentation, ont le plus grand mal à le faire. C'est très difficile pour eux. Parler avec un ministre ou avec un président aujourd'hui, il vous dira que le plus difficile dans son métier, ça n'est pas d'assumer des responsabilités publiques, c'est de représenter la nation ou de représenter le gouvernement. Parce que c'est un métier qui s'apprend tout jeune et au berceau. Eh bien, c'est vrai que tous les rois que nous voyons là, alors qu'eux n'étaient pas des souverains constitutionnels, c'était des rois de droit divin, tous ces rois ont été formés à ce métier, et c'est vrai qu'ils se donnaient totalement à la tâche. Alors non, ce n'étaient pas des rois fainéants. Vous savez, les rois fainéants, c'est le nom qu'on donnait autrefois aux tout derniers carolingiens, pour les distinguer de ces premiers capétiens qui, eux, étaient parfaitement dans le travail. Bon. Ces rois, notamment, on parle toujours de Louis V, le fainéant, le pauvre, ça ne voulait peut-être pas dire qu'il était paresseux, ça veut dire qu'il n'avait rien à faire, qu'il n'exerçait aucun pouvoir, ni plus aucune représentation. Et en fait, le roi a aussi un rôle de protecteur du peuple face aux élites. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que le roi, ce que vous écrivez, donc il contient la noblesse, il surveille le clergé, il promue la bourgeoisie et il défend la paysannerie. Et c'est lui, en réalité, qui est le garant de l'unité du peuple français. Alors, ce qu'on aurait pu croire, c'était que le roi faisait tout en sorte pour que les élites restent en place. Mais lui, en réalité, le roi est contre les élites, en tout cas s'oppose aux élites qui pourraient... La notion de classe dirigeante n'existe pas, évidemment, dans la période médiévale à laquelle vous faites directement référence. Le roi est là pour incarner et pour servir l'ensemble du corps social. Évidemment que ce corps social, il se compose à l'époque en très grande partie de paysans, et ces paysans sont représentés par le roi au même titre que le sont les aristocrates ou les défenseurs de la couronne et les ecclésiastiques également. Cette division de la classe, de la société en trois ordres, vous savez, les laboratores, les bellatores et les oratores, c'est une vision sociologique postérieure que nous plaquons sur les vieilles sociétés d'ordre, mais qui quelque part représente quand même le fond même de ce qui les animait, de ce qui les constituait. Alors, le roi n'est pas là pour défendre une caste au pouvoir, pas du tout. Il est là, au contraire, normalement, pour permettre à chacun, dans la place qui est la sienne au sein de la société, d'exercer pleinement ses fonctions. Alors je voudrais qu'on reste encore un tout petit peu sur la forme avant de, évidemment, présenter ces figures royales que vous avez choisies, parce que vous en avez sélectionné. On va en parler aussi de ce choix des figures royales que vous avez fait ici, Franck Ferrand. Malgré tout, avant, commencez par dire que ce livre débute par un arbre généalogique, et en plus que vous présentez ces figures... Un arbre généalogique simplifié, hélas. Oui. On aimerait bien pouvoir rentrer dans toutes les ramures. C'est déjà pas mal, franchement, c'est déjà très complet. Et puis que vous présentez donc ces figures dans l'ordre généalogique. Une généalogie qui aujourd'hui, encore une fois... Il faut rendre hommage ici à Emmanuel Hecht qui a dirigé toute l'édition de ce livre, ainsi d'ailleurs qu'à celle qui en a fait la maquette, Marguerite de Marcillac, qui a fait un très beau travail parce que les illustrations ont été magnifiquement choisies et placées. Ce sont de très très belles illustrations, très intéressantes d'ailleurs également, très vivantes, très incarnées, comme on le disait tout à l'heure. Et concernant cette généalogie, je voudrais parler de cette continuité finalement dans l'histoire. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation, de l'histoire pour les enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'apprend plus l'histoire dans un fil continu. On n'apprend plus cet arbre généalogique. On n'apprend plus cette frise chronologique, finalement. Tout est discontinu, cassé, et on choisit l'histoire par thème, en fait. Et là, vous remettez, comme vous dites, vous remettez les rois dans notre histoire, vous retissez ce lien, et également, vous remettez la chronologie à sa juste place. Oui, je pense que cette espèce de jeu de bonneteau qui consiste à ne plus savoir de quelle époque on parle et dans quelle filiation ça s'inscrit est une façon, là encore, de perdre les gens. Alors, moi, au lieu de les perdre, j'essaie constamment de les repérer, au contraire, et de les remettre... De les récupérer, de les pêcher. Exactement, c'est vraiment... On pourrait presque parler d'une mission, en tout cas, c'est ce que je fais à longueur de journée dans tous les médias où j'ai l'occasion de m'exprimer. Et donc là, notamment, bien sûr, il ne s'agissait pas du tout de se perdre,
Donc nous avons respecté la chronologie, nous avons respecté les liens de cause à effet, les liens logiques tout simplement. Et puis c'est vrai que nous avons aussi fait précéder l'ensemble de ces tableaux généalogiques qui permettent de savoir qui est le fils ou le neveu de qui. Et qui remettent les choses au clair, un petit peu en tout cas. Alors, on va quand même aller sur les figures royales qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez fait votre sélection, puisque, par exemple, j'en cite un, vous citez Charles V, sauveur de la couronne. Évidemment, Charles V, personnage très important. Passionnant, Charles V. Passionnant, et on sent qu'il vous passionne d'ailleurs. Oui. Mais vous ne citez pas le père de Charles V, Jean le Bon, qui a tout de même vécu la guerre de 100 ans, prisonnier par les Anglais. Jean le Bon, je le connais bien, moi, puisque je suis originaire de Poitiers, vous savez, et que c'est à Noyer-Maupertuis, aux portes même de Poitiers, qu'en 1356, il a été fait prisonnier par le prince noir, qui l'a emmené en captivité en Angleterre. Et d'ailleurs, ayant été libéré, le roi Jean finira par se rendre, par se reconstituer prisonnier, parce qu'il estimait que les clauses qui avaient présidé à sa libération n'avaient pas été respectées. Il y avait une dimension chevaleresque chez ce roi. Est-ce que Jean le Bon... En fait, comment avez-vous sélectionné? Vous ne parlez pas non plus de Charles le Fou, qui règne... Charles VI, bien sûr, oui, qui est le successeur, fils et successeur de Charles V. Oui. Donc, est-ce que vous choisissez finalement une période un petit peu plus glorieuse pour la France, une période charnière, ou tout simplement aussi des figures sur lesquelles on peut plus facilement s'accrocher? Nous avons mis en avant des rois et des règnes, parce qu'il y a constamment, là aussi, ce balancement entre les figures incarnées des rois et la notion plus historique des règnes. Et nous avons choisi des rois et des règnes qui avaient beaucoup d'éclat et beaucoup de force. Parfois d'ailleurs un éclat un peu négatif. Hein. Je ne suis pas tendre avec tous les rois qui sont dans ce livre, notamment ma fameuse tête de Turc, François Ier. Il va falloir que j'arrête de dire du mal de François Ier parce qu'on va croire que c'est devenu une obsession, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Mais en tout cas, nous avons effectivement choisi les figures les plus marquantes. Alors peut-être pas toutes, puisque par exemple il n'y a pas Henri II. J'aurais bien aimé qu'il y ait Henri II, mais nous n'avons pas fait d'émission sur Henri II, donc voilà. Ce sera peut-être pour un deuxième volume. C'est vrai que le roi fou Charles VI m'a beaucoup passionné. Je lui avais consacré beaucoup d'émissions, j'allais dire dans une autre vie. Ça n'est pas le cas depuis que je suis arrivé sur Radio Classique, c'est vrai. Mais Charles VI est tellement passionnant que j'avais l'intention, pour tout vous dire, de lui consacrer un roman historique. Ah oui, voilà. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà, la vie en a décidé autrement. Il y aurait tellement de choses à dire sur lui. Le personnage est tout à fait extraordinaire. Et non seulement le personnage, mais l'époque. Oui. Son épouse, bien sûr, Isabeau de Bavière, son frère, Louis d'Orléans, et l'assassinat de son frère. Enfin, tout ça est passionnant. Son fils, Jacques Coeur. Vous avouerez quand même que les 15 qui figurent nous donnent déjà pas mal de matière. Oui, évidemment. Tout à fait. Et notamment, il y a les croisades, donc, qui occupent une partie de ce livre, avec donc Louis VII, Philippe II Auguste et Saint-Louis. Et donc, on découvre, en tout cas, moi j'ai découvert que Saint-Louis était très proche notamment des chrétiens d'Orient à l'époque, et que toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on nous a présenté les croisades comme une politique d'expansion et même de colonisation du Moyen-Orient. Et en réalité, on se rend compte, alors évidemment, il y a des enjeux politiques et économiques, mais en tout cas pour Saint-Louis, il y a vraiment une dimension spirituelle qui domine cette volonté donc, de faire ces croisades donc, en Terre Sainte, puis à Tunis à la fin de sa vie. On ne peut pas négliger, évidemment, ce serait une erreur d'ailleurs de négliger les aspects socioculturels et économiques des événements de l'histoire. C'est certain que il y a dans toutes ces croisades, qui pour beaucoup sont l'histoire de grands échecs d'ailleurs, il y a pour toutes ces croisades une très grande, peut-être une trop grande justification politique et économique. Bien sûr qu'il y a une tentative de reprise de reprise, tout simplement d'ailleurs, j'allais dire de reprise en main, mais c'est plus que ça, c'est de reprise de ce qu'on appelle la Terre Sainte et de tout ce Proche-Orient. Mais, ce qui a motivé les grands barons qui ont lancé les croisades, et bien sûr, d'abord le pape, et ensuite les grands barons, et puis en l'occurrence les souverains dont nous parlons, c'était d'abord des considérations spirituelles, bien sûr. Et c'était d'abord la volonté de faire une sorte de pèlerinage armé sur le tombeau du Christ,
développer ces États latins qui étaient censés protéger la Terre Sainte. Et bien sûr que si l'on oublie cette motivation-là, alors on oublie l'essentiel de l'aventure en question. Et c'est aussi pour protéger donc, ces minorités chrétiennes qu'il y avait en Orient à l'époque, et il y a une sorte de continuité historique entre même la France aujourd'hui. Notre président est très proche de SOS Chrétiens d'Orient. Il y a toujours cette continuité entre la France et les chrétiens d'Orient aujourd'hui qui date finalement de Saint-Louis et des croisades. Je ne sais pas si nous faisons assez pour les chrétiens d'Orient. Malheureusement, l'histoire très récente nous montre que nous avons tendance un peu de temps en temps à détourner le regard. Il y aurait beaucoup à dire là sur un sujet qui me tient personnellement. On parle notamment beaucoup de l'Arménie, nous aussi. Oui, voilà, notamment de l'Arménie, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier en cette période d'approche de Noël, mais il y aurait beaucoup d'autres communautés chrétiennes en grande difficulté que nous avons tendance à oublier un peu. Mais c'est vrai, vous avez raison, il existe une tradition historique de la France au secours, dans la mesure du possible, et quand ça ne la dérange pas trop diplomatiquement, au secours de ces chrétiens d'Orient. Ça a été vrai sous le Second Empire, ça a été vrai très paradoxalement, y compris dans des républiques très anticléricales, comme la Troisième République, et sans doute en reste-t-il aujourd'hui quelque chose, en tout cas une teinture, oui. Alors, je voudrais revenir, vous avez évoqué tout à l'heure l'entourage des rois. Alors, évidemment, immédiatement, on pense à Louis XIV et son entourage, on va dire, glorieux, magnifique, qui a encore laissé des traces aujourd'hui dans notre littérature classique, etc. Mais il y en a d'autres, hein, Charles VII, que vous appelez, vous vous rappelez sa présentation, Charles le bien servi, qui est entouré de Jeanne d'Arc, tout de même, oui, c'est pas rien. Jacques Coeur, quand même, qui va prendre les finances du royaume. De Charles V avec du Guesclin, c'est pas rien. Enfin bon, oui. tous ces souverains ont été bien servis, puisqu'à l'époque, s'engager au service de la collectivité, c'était d'abord s'engager au service du roi. Donc on servait le roi. Et quand on disait servir le roi, c'était pas la personne qu'on servait, encore une fois, c'était la fonction, donc tout ce qu'il représentait de collectif. Oui, mais ce qui est vraiment passionnant et en même temps qui pose question, c'est se dire, est-ce que c'est le roi qui stimule finalement cet entourage, ou est-ce l'entourage qui stimule le roi? Et on a l'impression, en tout cas pour Charles VII, que, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté, et vous-même vous dites... Oui, bon, on a deux anti-exemples d'une oui. certaine manière. Il y a deux cas aux antipodes. Il y a une personne un peu... fragile, c'est le moins qu'on puisse dire, et très molle, qui est servie par son entourage. Ce sont les termes de sa maîtresse. Hein, c'est Charles VII, oui, c'est Agnès Sorel qui lui fait honte sur la toute fin de sa vie, et qui va d'ailleurs jouer un rôle non négligeable dans la reconquête de la Normandie, de ce point de vue. Alors Charles VII, oui, il a été très bien servi, et c'est son entourage qui l'a porté, en quelque sorte. Et puis Louis XIV, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que je crois que là, la figure même du roi et sa psychologie et sa façon d'être ont porté les gens autour de lui, et que c'est lui qui a en quelque sorte fait décoller l'entourage. Bon voilà, là il y a deux figures très opposées de ce point de vue. Évidemment que la figure de Louis XIV, de ce point de vue, est sans doute plus extraordinaire, oui. Oui, mais d'ailleurs, elle est mieux reconnue que celle de Charles VII, nommée le bien servi. Je voudrais citer, puisqu'on parle d'Agnès Sorel, un extrait de votre livre. C'est vraiment très amusant à lire. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre. C'est la lettre donc d'Agnès Sorel, donc qui est là. Enfin, vous pouvez la présenter mieux que moi. Oui, c'est la toute première favorite en titre d'un roi de France. C'est-à-dire que Charles VII a eu ce culot, si je puis dire, alors qu'il était tout à fait marié, et plutôt bien marié, avec Marie d'Anjou. Il a eu le culot d'imposer une maîtresse qui devient favorite royale, qui a quasiment un statut officiel, même si c'est en vérité plutôt officieux, mais c'est un officieux très, très, très spectaculaire. Et cette Agnès Sorel, elle va ensuite servir de modèle, ou en tout cas de prétexte, à toutes les autres favorites royales, car il y en aura il va devenir tout à fait normal qu'à côté de son épouse légitime, le roi de France est une favorite. Ça va devenir, et ça durera ça jusqu'à Louis XV. Vous savez que le dernier roi capétien de droit divin et dans la monarchie absolue d'Ancien Régime, Louis XVI, est le seul, lui, à n'avoir pas eu de maîtresse ou de favorite. Pas eu le temps. Bon, il n'avait surtout ni le tempérament, ni la morale, si je puis dire. Oui. Alors, je vais vous citer tout de même ce chroniqueur. Alors, c'est un chroniqueur, on ne sait pas, on reprend les paroles de Brantôme, chroniqueur tardif, dites-vous, qu'il ne faut pas toujours croire sur parole sur cette époque de Charles VII et sa maîtresse Agnès Sorel. Et voilà, je cite un extrait de Brantôme que vous citez vous-même. « La belle Agnès, laquelle, voyant le roi Charles VII en amouraché d'elle et ne se souciait que de lui faire l'amour,
et molle et lâche, de tenir compte de son royaume, lui dit un jour que lorsqu'elle estait encore jeune fille, un astrologue lui avait prédit qu'elle serait aimée et servie de l'un des plus vaillants et courageux rois de la chrétienté, que quand le roi lui fut cet honneur de l'aimer, elle pensoit que ce fut ce roi valeureux qui lui avoir été prédit, mais le voyant si molle, avec si peu de soin de ses affaires, elle voya bien qu'elle estait trompée et que ce roi si courageux n'estait pas lui, mais le roi d'Angleterre qui faisait de si belles armes et lui prenoit tant de belles villes à sa barbe. C'est quand même clairement osé, mais c'est très très amusant. Oui, alors bon, Brantôme écrit ça à une époque où il ne risque plus grand-chose, c'est bien plus tardif, hein. Mais c'est vrai que cette anecdote puise sans doute son caractère assez comique dans un fond de réalité, et que ce qui est certain, c'est que parmi ceux qui ont poussé Charles à reprendre les armes et à libérer ce qui restait de son territoire, on peut citer Agnès Sorel. Encore une femme. Certain. D'ailleurs, surtout chez Charles VII, on voit beaucoup de femmes. On a d'abord, la première, la plus importante, Jeanne d'Arc. Non, Yolande d'Aragon, sa bonne mère, comme il disait, qui était donc sa belle-mère, hein, c'était la mère de son épouse, et qui l'a élevée en grande partie, qui l'a soustrait à la mauvaise influence de sa mère, qui l'a tenu à bout de bras sur le trône, et qui sans doute, très probablement, en tout cas c'est ce que j'avais défendu comme thèse dans un tout autre livre qui s'appelait L'Histoire interdite, qui sans doute a recruté et formé Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'est pas tombée, comme on nous le raconte, par hasard dans cette affaire. Yolande d'Aragon l'a recrutée. Ça ne plaira pas forcément d'ailleurs à tous les éditeurs de Radio Courtoisie, mais c'est vrai que vous en parlez, c'est vraiment passionnant. Oui, Yolande a vraiment mis Jeanne d'Arc sur son chemin. Sur son chemin, évidemment. Et elle a créé l'histoire. Un coup politique absolument majeur. Incroyable. Et justement, vous parliez de Jeanne d'Arc, et les femmes, d'une manière générale, ont une place très importante dans la vie politique des rois. On pense évidemment à Blanche de Castille, qui est régente, la mère de Saint-Louis. La mère de Saint-Louis, et aussi Marie de Médicis. Donc en fait, puis Madame de Pompadour, peut-être surtout, qui a été une sorte de Premier ministre de la main gauche pour le roi Louis XV pendant très longtemps, pendant près de 20 ans. Pendant près de 20 ans, la politique française intérieure, mais aussi et presque surtout extérieure, est faite par une femme qui n'est même pas reine, qui est simplement la favorite en titre du roi, et qui n'est plus sa maîtresse d'ailleurs. Donc les femmes ont vraiment une influence sur la politique. Bien sûr, essentielle. On est encore là d'ailleurs dans la figure incarnée du roi. On voit la petite histoire qui se mélange à la grande histoire. Et c'est ça qui rend encore une fois cette histoire passionnante. Et nous sommes toujours, et avec grand plaisir, avec Franck Ferrand. Merci encore Franck Ferrand d'être avec nous. Vous présentez ce livre Nos rois de France, coécrit avec Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil. Oui, quand on dit coécrit, c'est parce que ce sont des émissions de radio au départ. Alors en fait, pour tout vous dire, le livre a été entièrement réécrit parce que entre le style parlé d'une émission de radio et un chapitre de livre, il y a un immense saut à accomplir. Et donc, on pense au départ qu'on va adapter une émission et dans la pratique, on réécrit tout. Vous voulez dire que vous pensiez que c'était facile, que ce serait facile et finalement, vous avez eu un petit peu plus de travail que prévu. Exactement, même beaucoup plus. Mais les deux des auteurs de l'équipe de Radio Classique, donc Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil, avaient préparé un certain nombre des émissions qui sont à l'origine de ce livre, et c'est la raison pour laquelle il figure évidemment en co-auteur avec joie. Et alors, dans la préface de votre livre, vous citez, je vais vous citer d'ailleurs, Franck Ferrand, préface écrite le 21 août 2022. C'est précis, ça, c'est daté, vous voyez, ça c'est un réflexe d'historien. Ça, c'est de la source. Vous terminez par une question relativement énigmatique que j'aimerais vous poser à vous-même, Franck Ferrand. Je profitais de vous avoir pour avoir la réponse. Et vous terminez ainsi. Et si, en effet, de tous les testaments possibles de la monarchie française, le plus pertinent, et non le moins paradoxal, résidait dans les ressorts mal connus de son propre sabordage? Alors là, Franck Ferrand, vous avez une heure. Comment expliquer que cette... c'est vrai que ça ferait un joli sujet pour la Grègue, hein. Comment expliquer que la monarchie française, qui au départ est une monarchie tempérée, et le souverain qui incarne le mieux, je crois, cette monarchie tempérée, c'est le roi Louis XII, qui accède à la maturité au trône, qui a été le duc d'Orléans, mais il dit lui-même que le roi de France ne venge pas les querelles du duc d'Orléans, n'est-ce pas? Et qui va tenir le plus grand compte des différents corps constitués du royaume pour établir un pouvoir très équilibré, très nuancé et modéré. Comment expliquer que cette monarchie tempérée est basculée peu à peu dans une monarchie absolue? Alors,
n'oublions pas, derrière Jean-François Solon et puis François Bluch, le sens même de ce qu'est une monarchie absolue, c'est-à-dire une monarchie libérée des entraves. Hein. C'est ça ce que veut dire absolu, libérée. Mais en même temps, absolu, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi une monarchie qui n'a quasiment plus de contre-pouvoir. Surtout lorsqu'en 1770, le roi Louis XV fait ce que Michel-Antoine appelle son coup de majesté, c'est-à-dire qu'il renvoie les parlementaires, qu'il établit des parlements à sa botte, en quelque sorte, cette monarchie absolue qui contrôle tous les pouvoirs, le pouvoir judiciaire bien sûr, puisque le roi possède le pouvoir de justice retenu, le pouvoir législatif, puisque tous les édits sortent du conseil du roi, et puis bien sûr un pouvoir exécutif dont je n'ai même pas besoin de vous parler. Ne parlons pas du pouvoir essentiel du roi en matière monétaire, bien sûr. Bref, comment expliquer que cette monarchie est peu à peu dérivée dans un certain nombre d'excès. Et ces excès, évidemment, ont conduit à la Révolution française. On pourrait presque dire d'une certaine manière qu'on voit arriver la catastrophe, règne après règne. La très grande dureté de la politique du cardinal de Richelieu, le caractère monolithique de celle du grand ministre Colbert, l'arrogance d'une certaine manière d'un Choiseul sous Louis XV. Toutes ces politiques ne peuvent à terme que conduire à l'explosion de la nation et du système, à l'explosion du système sous la poussée de la nation, pour être plus juste, vous avez raison. Et c'est très intéressant de voir que cette monarchie-là n'a pas su se réformer, n'a pas su se contenir, en quelque sorte. Et d'où ça vient? Celui qui, à mon avis, a lancé les choses, celui qui a fait basculer, c'est évidemment François Ier. Je suis désolé de le dire. Mais... Non, mais là, c'est incontestable. C'est-à-dire que le bon plaisir, n'est-ce pas, parce que c'est lui qui invente ce terme, la majesté royale, puisque là encore, c'est lui qui invente ce terme, tout ça, ça vient de l'espèce d'infatuation d'un enfant hyper gâté, qui a été porté au nu par sa mère et par sa sœur, et qui n'a jamais su admettre les limites de son pouvoir. Et à partir de François Ier, on va voir Henri II aller encore un peu plus loin, et il aurait fallu qu'Henri II revienne en arrière. Il n'a pas su le faire. Bon, ensuite, évidemment, c'est cette pauvre Catherine de Médicis qui fait ce qu'elle peut avec ses enfants en pleine période des guerres de religion. Et quand on change de dynastie, quand c'est l'ancien chef des Huguenots qui devenu catholique, le roi de France sous le nom d'Henri IV, quand les Bourbons remontent sur le trône, non seulement ils ne reviennent pas sur le vieil héritage de François Ier, mais ils le poussent, aidés par leurs ministres, par Sully, par Richelieu, par tous ceux que j'ai cités et quelques autres d'ailleurs, et Louvois bien sûr, ils le poussent quasiment jusqu'à l'absurde. Voilà ce que je voulais dire dans cette question, dans cette interrogation. Qui a joué un rôle absolument essentiel dans notre histoire, ça? Pardon, je finis là-dessus, je vois que vous voulez me poser une question. Je finis juste ça, parce que s'il n'y avait pas eu ce travers-là, on aurait pu imaginer une monarchie équilibrée qui, en France, se survive à elle-même et survive même à des révolutions, comme ça a été le cas, par exemple, en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'en France, une restauration n'a pas été possible depuis, en tout cas, le dernier roi qui était Louis-Philippe, et allez, admettons, le dernier monarque qui était Napoléon III. Pourquoi? Parce que dans les années 1870, ou même encore au début du XXe siècle, ou même encore après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le général de Gaulle envisage une restauration, on ne peut pas le faire parce qu'on a le souvenir trop difficile, un peu traumatisant peut-être, de cette monarchie absolue d'Ancien Régime. Exacerbé tout de même par les Lumières, on peut le préciser. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment c'est ça. Par contre-effet, oui, peut-être, oui. Mais donc ce que vous dites, c'est que pendant la Révolution, en tout cas, le peuple n'était pas contre le roi, mais contre les institutions monarchistes. Et aujourd'hui encore... Monarchique, oui. Mais et aujourd'hui encore, personne en fait ne voudrait revenir vers des institutions monarchiques, bien sûr, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une nostalgie, en tout cas, de la figure monarchique au moins? Bien sûr qu'il y a une nostalgie. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment des obsèques, des funérailles d'État de la reine Elisabeth. Là, un pays entier, la France s'est arrêtée pendant 8 jours pour regarder ça. C'était fascinant d'ailleurs. Nous avons rendu
un incroyable hommage simplement par les audiences télévisées à la monarchie britannique et à la tradition que les Anglais ont su conserver. Les Anglais s'inscrivent dans une continuité, nous sommes dans une rupture. Pourquoi ? Parce que sans doute notre monarchie est allée trop loin. Il n'est pas envisageable de rétablir la monarchie absolue de droit divin. Et j'ai envie de dire, tant mieux, hein. Heureusement, certains de vos auditeurs vont dire mais ce Franck Ferrand est irrécupérable. Tant pis, mais en tout cas, moi je n'ai pas du tout envie de cette monarchie absolue de droit divin. En revanche, pourquoi n'aurions-nous pas une monarchie constitutionnelle purement représentative qui éviterait à nos hommes politiques de se battre pour un fauteuil et qui ferait qu'ils se battraient pour des politiques en laissant la représentation et le fauteuil à une famille dont c'est le rôle ? Moi, je serais favorable à cela. Mais attention, là, nous parlerions bien d'une monarchie parlementaire, constitutionnelle, limitée, très équilibrée. Mais ça n'a pas marché au 19e siècle. Enfin, ça n'a jamais été tenté au 19e siècle. Il y a une monarchie un peu parlementaire, évidemment, celle de Louis-Philippe, mais ça reste une monarchie extrêmement autoritaire. Et on ne peut pas dire que la monarchie de Juillet, que le régime orléaniste ait donné un bon modèle d'équilibre et de représentativité. En attendant une nouvelle monarchie en France, qui sait, je vous propose de relire ce livre magnifique, Nos rois de France, aux éditions Perrin, en partenariat avec Radio Classique, évidemment. Le livre de Franck Ferrand, Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil. Merci encore, Franck Ferrand. Merci à vous, merci beaucoup. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.